Merci pour l'invitation. J'étais très impatient depuis des années de venir vous parler. Donc, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui. Donc, la présentation n'est pas très longue, donc il y a beaucoup de temps pour les questions à la fin. Donc, n'hésitez pas. Vous posez des questions dans la langue que vous voulez. En anglais et en français, je peux vous comprendre. En allemand, je vais demander une petite traduction. J'ai pas eu agrandi en Suisse, donc je suis australien. Donc, j'ai pas pu apprendre le suisse allemand en cours, malheureusement. Donc, j'ai commencé avec ces diapositives parce que là, j'ai eu la chance de travailler dans ce petit bâtiment, le pavillon Louis XVI, à Beauséjour. Donc, c'est un bâtiment qui est assez âgé, qui était construit à peu près en même temps que les Anglais sont arrivés en Australie. En 1787, ce bâtiment a été construit. Mais c'est un peu la nouveauté aussi parce qu'il y a une grande construction juste devant ce bâtiment actuellement. Donc, mon but aujourd'hui, je vais vous parler un peu en général de la spondylarthrite. J'en suis sûr, il y a pas mal d'experts ici dans l'auditoire. Vous connaissez déjà beaucoup de choses sur la spondylarthrite axiale, mais il y a toujours de nouveautés qui arrivent. C'est un sujet très dynamique qui évolue beaucoup ces dernières années. Donc, j'espère que je peux vous apporter quelques informations supplémentaires. Je veux parler un peu de différentes formes de spondylarthrite pour faire un peu le tableau de cette famille de pathologies, puis un peu plus en détail de pathogénèse. Qu'est-ce qu'on a compris de pourquoi ça arrive et comment ça évolue. Je pense que c'est utile de comprendre un peu plus en détail. Puis le but, c'est de parler un peu de prise en charge actuellement, aujourd'hui, puis qu'est-ce qu'il y a comme piste de médicaments, d'approche pour le futur, d'améliorer la prise en charge de cette pathologie. Puis un petite diversion au milieu sur le sujet de Covid. C'est un peu difficile d'éviter ces sujets à ce moment. Puis je pense que c'est quand même assez relevant de cette maladie et ce traitement. Donc, c'est fait venir beaucoup de questions à ma consultation, en tout cas, au sujet de Covid-19. Donc, le spondylarthrite, c'est une famille de maladies assez diverses. Ici, il y a 7 différentes formes de spondylarthrite, comme vous pouvez voir. Donc, en haut de tableau, on a 2 types classiques de spondylarthrite axiale. Donc, ça veut dire que ça touche surtout de rachis. Puis, en bas, on a des formes qui sont plutôt périphériques, donc qui touchent plutôt les articulations à distance du rachis. Mais en pratique, il y a souvent un peu un mélange des deux qui fait que c'est important de tout connaître. Donc aujourd'hui, on va focaliser sur la spondylarthrite axiale, qui est le sujet de cette topo. Puis au sein de cette spondylarthrite axiale, on parle de 2 formes. Donc c'est un peu débattu. Est-ce que c'est intéressant de parler de radiographique, non radiographique ou pas? Mais je présente les 2 parce que si vous lisez un peu, vous allez voir cette terminologie qui arrive. Donc quand on parle d'une spondylarthrite radiographique, c'est ça qu'on voit à l'image à droite. Donc, c'est par rapport aux articulations sacroiliaques. Donc, là, au niveau du bassin, on a de l'os de sacrum qui est en bas de la colonne, puis les os iliaques qui sont la partie latérale du bassin. Donc, cette partie en rouge, c'est les 2 articulations qui nous intéressent pour cette distinction radiographique-non radiographique. Ici, cette forme radiographique, on voit plus l'articulation comme il faut. Par contre, à gauche, on voit cette ligne noire qui représente l'articulation sacroiliaque qui est plutôt conservée. Puis, je pense une des raisons pour lesquelles c'est peut-être intéressant de faire cette distinction entre les 2, c'est que c'est une étude suisse. Je pense que René a participé comme co-auteur à cette étude. En haut, on voit l'évolution radiographique. Donc ici, c'est un score, on s'appelle la MSAS. Donc c'est un score radiologique de la progression de la maladie au niveau de la colonne. Donc plus ça évolue, moins c'est bien, parce qu'il y a plus de signes de dégâts au niveau de la colonne. Donc on veut que ces lignes restent plates. Donc ça, c'est plutôt un bon signe. Donc en bas, on a des spondylarthrite non radiographiques, puis on voit chaque ligne représente un patient. Donc, le schéma en bas, il n'y a pas de mouvement. Tous ces patients évoluent, il n'y a pas de progression. Par contre, la partie en haut, c'est le patient avec une atteinte radiographique. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui montent. Donc, ça veut dire qu'il y a une progression qui n'est pas bonne au niveau de rachis. Donc, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter. On a longtemps pensé que c'était une maladie des hommes. Si on regarde la proportion de femmes dans les années 50, il y avait 5%.
femmes connues pour une spondylarthrite axiale. Actuellement, cette étude date il y a 20 ans, on approche de 50%. Puis si on fait un peu d'extrapolation de cette courbe, maintenant en 2022, je pense qu'on a vraiment 50-50. Donc il y a autant des hommes que des femmes qui sont touchés par la spondylarthrite axiale. Puis ça, c'est important parce que de différentes formes, il y a aussi des différences. Si on regarde le spondylarthrite non radiographique, il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par cette version de spondylarthrite, contrairement à la spondylarthrite radiographique, ou Bechterew, comme on souvent dit. Ça, par contre, c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes, qui fait que c'est parfois un peu plus difficile de faire le diagnostic chez les femmes, parce que les signes à la radiographie qui sont moins subtils. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un délai diagnostique plus important chez les femmes que pour les hommes. Donc justement, ce délai diagnostique, vous pensez qu'en moyenne, il faut combien d'années pour diagnostiquer une spondylarthrite axiale? Je ne sais pas si vous avez une idée, faites une idée dans votre tête. Souvent, dans la polyarthrite rhumatoïde, on parle en mois. Donc, il y a une fenêtre, il faut quelques mois en général, à partir du début du symptôme jusqu'au le médecin annonce que vous avez cette pathologie. Dans le spondylarthrite axiale, malheureusement, c'est beaucoup moins bon. On a, dans cette étude-là, il y a un délai de 9 ans en moyenne, qui est vraiment un problème. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le journée comme aujourd'hui, le fait que vous êtes là, vous êtes motivé d'apprendre, c'est très très bien pour essayer de diminuer ce délai diagnostique qui est vraiment trop long. On a fait une étude en Suisse avec les données SCQM il y a quelques années, puis en Suisse, on est à 5 ou 6 ans, c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup de progrès de réduire ce délai diagnostique au maximum. Puis ici, on voit les deux lignes rouges. La ligne rouge en bas, c'est le délai diagnostique chez les hommes qui sont jeunes. Puis là, on a plutôt 4 ou 5 ans. Par contre, la ligne plus haute, ça, c'est la ligne pour des femmes autour de 40-45 ans. Donc là, on approche plutôt 10 ou 15 ans de délai diagnostique. Donc, il y a surtout beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer, diminuer ce délai diagnostique. Donc, pourquoi? Je pense qu'il y a certaines formes de cette maladie qui sont plus difficiles à diagnostiquer. Comme vous savez, souvent, il n'y a pas d'inflammation dans le sang. Même si vous avez une maladie très active, on peut faire le dosage de marqueurs d'inflammation dans le sang, puis il n'y a pas du tout, qui est un peu contradictoire. Souvent, la radiographie, on ne voit pas grand-chose au départ. Donc, vous présentez un médecin traitant, il dit, bon, la prise de sang est normale, la radio est normale, vous n'avez rien. Donc après, il y a des années avant que vous osez de représenter au médecin, parce que le médecin a dit qu'il n'y a rien. Puis en plus, souvent d'automédication avec les anti-inflammatoires est efficace, c'est une des raisons, ou plusieurs raisons pour lesquelles ce délai diagnostique reste un problème. Donc, comment on peut faire? Je pense surtout l'éducation. La première chose, c'est d'éduquer les patients, la population en général. On fait beaucoup d'éducation. Moi, je fais un cours chaque année aux étudiants en médecine de la spondylarthrite. On a un cours d'1 heure au 2e année pour enseigner cette maladie. Je pense qu'il y a aussi un besoin de faire comprendre mieux aux physiothérapeutes, aux ostéopathes cette maladie, parce que c'est souvent ces gens-là qui vous voient pour le douleur de dos assez précocement. Bien sûr, des collègues médecins, généralistes, internistes, pour être capable de penser à la possibilité qu'il s'agit d'une spondylarthrite pour qu'on puisse mettre en place un traitement adapté le plus rapidement possible. Donc, on parle un tout petit peu de la pathogenèse. Je vais entrer un tout petit peu en détail, mais je pense que c'est intéressant pour comprendre un petit peu c'est quoi la base de cette maladie. Donc, on pense actuellement l'origine de cette maladie, c'est l'anthèse. Donc, qu'est-ce que c'est l'anthèse? Donc, l'anthèse, c'est le dernier bout de tendon. C'est là où le tendon va insérer dans l'os. Donc, si vous regardez ce schéma-là, on a de mollets, puis tout en bas, on a le tendon d'Achille, cette ligne blanche, puis le dernier bout de tendon qu'on sait entre dans l'os, c'est l'anthèse. Puis l'origine, on pense, de cette spondylarthrite, des douleurs, de l'inflammation, c'est vient de cette pathologie au niveau de l'anthèse. Si on zoome un peu plus sur l'anthèse, donc ça c'est la microscopie, donc on voit le tendon qui descend depuis en haut à gauche. Ici à droite, c'est l'os. Puis cette partie-là, ce tissu de fibrocartilage, c'est l'anthèse. Et tout ce qui se passe, c'est cet endroit-là. Donc, quand on a une pathologie de l'anthèse, on parle d'une anthésite. Donc, le it, ça veut dire que c'est inflammatoire. Donc, l'anthésite, ce n'est pas
Ce n'est pas seulement le spondylarthrite, on peut voir les anthésites dans d'autres pathologies, mais c'est une partie clé de cette spondylarthrite. J'ai un peu simplifié, ce n'est pas que l'insertion de tendons, il y a aussi des insertions des ligaments, aussi des cartilages et des angles ou des anthèses, qui fait que finalement, on voit des anthèses partout. C'est pour ça souvent, les gens avec une spondylarthrite axiale sont de douleurs partout, parce que chaque fois il y a un tendon, un ligament qui insère quelque part, c'est possible qu'il y ait une inflammation à cet endroit-là qui est responsable pour une douleur. Donc ici, le petit cercle rouge, c'est quelques anthèses, ce n'est pas toutes les anthèses, mais vous voyez qu'ils sont un peu partout. Puis si on regarde cette anthèse autrement, nous, en tant que rhumatologue maintenant, on fait beaucoup d'échographie. Donc, c'est les ultrasons, comme on fait pour les femmes enceintes avec du gel. C'est une chose qui permet de voir en détail cette anthèse, puis le niveau de l'inflammation à l'anthèse. Donc, ici, c'est une image d'un tendon qui arrive, puis la ligne blanche à gauche, c'est la surface de l'os, avec le tendon qui entre dans l'os. Donc, ça, c'est une image très jolie d'un tendon qui est en parfaitement bonne santé. Ces images-là, par contre, c'est un tendon qui va moins bien. Donc, on voit aussi qu'on a plus la peine de voir la structure du tendon, où c'est très irrégulière l'insertion. Aussi, la surface de l'os qui est normalement très lisse, bien démarquée. À ce niveau-là, on voit plus. Donc, ça, c'est un signe de l'inflammation. Quand le tendon est noir comme ça, ou plus foncé, c'est un signe qu'il y a de l'œdème, de l'inflammation dans le tendon. Donc, ça, c'est une chose qu'on voit très bien à l'échographie. Puis surtout l'image en bas, donc ça, on s'appelle du Doppler. Donc ça, c'est un marqueur de l'inflammation, de vascularité. Donc quand il y a plus de vaisseaux qui arrivent, on voit que c'est brille rouge partout. Donc ça aussi, c'est pas bon. Un bon tendon, un bon anthèse, normalement, il n'y a pas du tout de vaisseau. Il n'y a pas de vaisseau du tout. Donc quand on voit que c'est brille de rouge, de feu comme ça à l'anthèse, ça c'est très caractéristique d'une atteinte inflammatoire d'anthèse qui peut être très utile à nous aider à diagnostiquer une spondylarthrite. Par contre, à la radiographie, souvent, on ne voit rien de tout. Donc, pourquoi cette évolution au niveau des anthèses? Donc, ça, c'est plutôt un schéma au niveau de la colonne. Donc, on voit des blocs de vertèbres, puis au milieu de disques. Puis, en fait, à chaque niveau, entre chaque disque, il y a un petit ligament. À chaque niveau. Donc, à chaque insertion de ligament, il y a une anthèse. Donc, cette anthèse-là, c'est là qu'on voit l'inflammation dans les tendons, dans l'anthèse, mais aussi dans l'os. Donc, une inflammation à l'insertion de l'os. Juste pour peut-être visualiser, l'anthèse, c'est un peu comme des racines d'un arbre. C'est une chose qui va entrer dans l'os pour fixer. Donc, c'est extrêmement solide. On voit quasiment jamais des anthèses qui rupturent. Hein. C'est très, très solide, cette communication. On voit parfois qu'il y a un arrachement d'un bout d'os, mais ce n'est jamais le tendon qui casse. Donc, c'est extrêmement efficace comme structure. Mais c'est là qu'on a des problèmes avec le spondylarthrite. Puis si on voit l'IRM, par exemple, on voit ce petit coin blanc de vertèbres. On parle parfois de shiny corner, de coins qui brillent. Donc ça, c'est de l'eau, de l'inflammation. C'est ça qu'on cherche à l'IRM pour voir s'il y a cette coin qui brille comme ça, qui est suggestive des anthésites caractéristiques d'une spondylarthrite. Donc à ce stade-là, il y a de l'inflammation. Ça, c'est réversible. Donc si on a un bon traitement anti-inflammatoire, donc un anti-inflammatoire classique, non stéroïdien ou d'autres traitements anti-inflammatoires, c'est totalement réversible. Si on attend trop, il y a une tentative du corps de repérer cette zone d'inflammation. Puis chez certains patients, pas partout de loin, mais certaines proportions de patients, il y a une tendance de calcifier cette zone d'ancienne inflammation. Donc c'est là qu'on commence à voir des syndesmophytes. Donc le syndesmophyte, c'est une calcification du tendon. Donc ici en haut à droite, vous voyez un petit pont blanc devant le disque. Donc ça, c'est une calcification des ligaments. Ça, par contre, c'est non réversible, c'est irréversible. Donc quand on commence à voir le petit pont d'os, une calcification comme ça, c'est irréversible. Donc il faut absolument éviter ce stade-là. Aussi, c'est pour ça de temps en temps, on répète la radiographie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'évolution, pour nous confirmer que le traitement en cours est efficace. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a une inflammation au niveau de ces anthèses? Donc, il y a beaucoup de choses qui font l'inflammation de ces anthésites, ces insertions tendineuses. Donc, surtout le stress mécanique. Donc, on sait que le stress mécanique va augmenter l'inflammation des anthèses, de traumatismes plus importants ou de micro-traumatismes au cours du temps.
Mais c'est un peu la situation, on parle un peu de le principe de Goldilocks ou de boucle d'or. En fait, il faut un peu, mais pas trop. Donc, si on n'a pas d'activité du tout, c'est pas bon, parce que le muscle, il y a une atrophie de muscle, pour l'os, les cartilages, c'est pas bon. Mais si on a trop, c'est pas bon non plus. Donc, il faut trouver un peu le juste milieu au niveau de l'activité physique. Il y a quelques expériences qui sont très intéressantes chez le souris. C'est peut-être pas très sympathique, mais en fait, il y a un modèle de souris qui va faire systématiquement le signe de spondylarthrite axiale. Il va faire une ankylose de la colonne, il va faire un psoriasis, il va faire une inflammation du côlon, parfois une inflammation de l'œil. Donc, un modèle très caractéristique de spondylarthrite. Puis, ces souris, quand ils sont suspendus par le queue, ils ne développent pas le spondylarthrite. Par contre, les souris qui ont le choix de courir partout développent systématiquement la maladie. Donc, il y a clairement besoin d'un certain traumatisme des anthèses. C'est un des facteurs qui est indispensable pour développer cette pathologie. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi plusieurs différents types de stress. Tout ce qui est stress biologique, ça peut déclencher une inflammation aux anthèses. J'entends souvent de mes patients que c'est devenu juste après un stress psychologique, une infection, un gros stress, que la maladie déclenche à ce moment-là. Parce qu'il y a une modification du système immunitaire qui est aussi un autre facteur qui va déclencher ce processus de l'inflammation des anthèses. Donc ça, je ne vais pas entrer trop en détail, mais juste pour vous montrer, si quelqu'un qui n'aime pas une spondylarthrite va aller courir un marathon, par exemple, il y a certainement un peu d'inflammation aux anthèses, parce que ces anthèses étaient très sollicitées, elles sont inflammatoires, ça fait mal, mais le corps a une capacité de résoudre cette inflammation, puis au bout de quelques jours, une semaine, tout retourne en ordre, puis il n'y a plus d'inflammation. Malheureusement, chez certains patients, pour d'autres raisons, souvent surtout génétiques, on sait que l'HLA-B27, que vous connaissez certainement, est un facteur très important dans le développement de la spondylarthrite ankylosante. Mais maintenant, on connaît plus que 100 gènes qui sont associés. Mais l'HLA-B27 reste le gène le plus fortement impliqué. Mais il y a d'autres. Puis, il y a aussi cette notion de tout ce qui se passe au microbiote. Donc ça, c'est un sujet de recherche énorme à ce moment, de comprendre l'influence de ce qui se passe dans le microbiote intestinal, comment ça influence cette pathologie. On sait que les gens avec une spondylarthrite axiale, il y a à peu près la moitié qui ont une petite inflammation dans le côlon, qui est souvent asymptomatique, mais dans les études, ils ont fait la biopsie à tout le monde, environ moitié qui ont une petite inflammation du côlon. Donc c'est un site, souvent on pense que la maladie déclenche par l'inflammation, par la modification du microbiote. Puis il y a 10 ans, il y avait une découverte très intéressante où les chercheurs ont trouvé que dans l'anthèse, donc cette insertion de tendons, il y a de lymphocytes. Donc le lymphocyte, c'est le globule blanc, un type de globule blanc qui réside dans l'anthèse qu'on trouve nulle part d'autre. Donc le seul endroit du corps, c'est dans l'anthèse. Puis ces lymphocytes à cet endroit-là, normalement, ils ne font rien. Mais chez certains gens, dans certaines conditions, ils sont stimulés par une cytokine, donc c'est une protéine pro-inflammatoire, s'appelle IL-23. Puis cette cytokine est elle, stimulée par le B27, par les infections, par tout ce qui se passe dans le microbiote, par le stress biomécanique. Donc, tous ces facteurs-là vont créer cette inflammation de cette cytokine qui va ensuite libérer beaucoup d'autres protéines inflammatoires. Donc, vous allez peut-être reconnaître un certain nombre de ces protéines qu'on peut maintenant cibler avec nos traitements. Donc, on voit ici le TNF-alpha, donc on a des médicaments qui bloquent le TNF. On voit de IL-17, on a aussi des médicaments qui bloquent le IL-17, puis aussi plus récemment, c'est des inhibiteurs de IL-23. Donc en connaissant quelles molécules sont impliquées, on arrive avec les médicaments de cibler cette protéine qu'ils ont de concentration beaucoup trop élevée. Puis c'est ces cytokines-là qui vont par la suite être responsables pour l'inflammation, pour la formation d'os, c'est un syndesmophite qu'on voit dans la colonne. Donc le spondylarthrite, c'est une pathologie qui est très variable. Donc comme vous savez certainement, il y a certains patients, puis j'aime bien ce schéma, ça montre un peu l'évolution, où si vous commencez en bas, il n'y a pas de maladie, puis la maladie débute ici, il y a certains gens qui tournent au niveau de tout en bas, de prairies, qui n'évoluent pas. Donc ils sont peut-être mal, mais il n'y a pas de progression de la maladie. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on ne traite pas chaque patient avec le médicament le plus fort à disposition,
parce qu'il y a certains patients qui n'ont pas besoin. Donc, le challenge, c'est de comprendre comment il faut mieux gérer la maladie, les symptômes, puis éviter la progression, sans traiter les gens qui n'ont pas besoin de traitements plus forts. Par contre, il y a d'autres patients qui vont monter un petit peu dans la colline, un peu plus haute, qui vont avoir une maladie qui progresse vers cette forme de spondylarthrite non radiographique, où il y a un peu plus de signes, puis d'autres formes qui progressent là, un peu plus haut dans la montagne, qui, surtout de ces chemins rouges, il y a parfois des patients qui évoluent très rapidement vers une forme de type ankylosante, de Bechterew, jusqu'à le blue bout, on a cette colonne en bambou. Donc c'est ça qu'on a une calcification complètement de la colonne qui fait qu'il y a extrêmement peu de mouvement parce que ces ligaments sont calcifiés partout. Donc notre challenge en tant que soignant, c'est de dépister ces patients qui ont une évolution qui est rapide, puis d'adapter le traitement en conséquence. Donc c'est ça qu'on veut éviter. Heureusement maintenant c'est rare, on a maintenant de très bons traitements, donc c'est très peu probable qu'on voit ces types d'évolution. Donc ça c'est un patient sur 25 ans l'évolution. On dirait que le monsieur à droite il est plutôt 90 ans, mais il est 45 ans. J'ai encore quelques patients comme ça, mais des gens qui ont eu la maladie depuis l'enfance. À l'époque on n'avait pas le traitement qu'on a actuellement. Donc c'est ça qu'on veut essayer de dépister ces patients puis éviter cette évolution. Donc, comment on va faire? Donc là, il faut une prise en charge. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme option thérapeutique aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il ne faut pas oublier que l'acteur clé dans la prise en charge, c'est vous, c'est le patient. Donc, il y avait peut-être une tendance de voir des patients très passives. Moi, je vraiment sollicite beaucoup mes patients d'être beaucoup plus impliqués dans la prise en charge. Clairement du fait que vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes plus actif, vous avez envie de connaître un peu plus. Donc je pense que c'est extrêmement important. Bien sûr, il y a beaucoup de médecins qui sont impliqués. Le rhumatologue, clairement, je vais vous dire que c'est important, mais aussi les médecins traitants, les internistes, sont un rôle très important pour la prise en charge de votre maladie, de vous accompagner, de vérifier s'il y a des signes d'infection, de vous aider dans la prise en charge de votre pathologie. Puis ensuite, en fonction du type de manifestation que vous avez, il y a certains gens qui sont en psoriasis, donc ils font un suivi par un dermatologue, d'autres qui ont une inflammation de côlon, donc ils sont un gastroentérologue. Parfois, il y a une inflammation de l'œil, on s'appelle une uvite, donc il faut une prise en charge par des ophtalmologues. Donc il y a beaucoup de gens concernés. Donc le réseau des experts est très, très important. Donc on a tous de bonnes collaborations avec les dermatologues, avec les ophtalmologues, pour qu'on puisse discuter ensemble du traitement le plus approprié. Puis finalement, heureusement, on a des physiothérapeutes, et c'est une partie indispensable du traitement. On oublie parfois l'importance de ces activités de physiothérapie, l'activité physique, surtout chez les gens qui sont très bien, qui sont soulagés par les médicaments, qui sont moins de douleur. Il faut vraiment insister que c'est un traitement en deux parties. C'est un contrôle de l'inflammation, puis c'est le maintien de mobilité, une activité. Donc c'est vraiment de deux choses qu'il faut absolument faire en parallèle. Il ne faut pas oublier cet aspect. Mais également les ergothérapeutes, les diététiciens, il y a beaucoup d'autres spécialistes qui sont impliqués. Donc la prise en charge, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a cette raideur matinale qui est très important, très handicapant, il faut traiter. Il y a ces douleurs de la colonne, les douleurs des articulations. Il y a souvent une fatigue très importante. Ça aussi, en tant que médecin, parfois on évite un peu la fatigue parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui participent à la fatigue, on ne peut pas la mesurer. Donc médicalement, parfois on évite, mais de côté patient, c'est extrêmement important. Il y a clairement un lien entre l'importance de la fatigue puis l'activité de la maladie. Il faut prendre en considération. De améliorer la qualité de sommeil, c'est extrêmement important. Puis l'activité physique, on répète de l'importance. Puis pour certains patients, surtout ceux qui ont un psoriasis, une arthrite psoriasique, qui est une autre forme de spondylarthrite, ils ont beaucoup de maladies métaboliques. Donc là, on parle de l'obésité, de diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Donc c'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte chez ces groupes de patients. Puis de manifestations médicales, il y en a beaucoup. Donc là, au nouveau, on voit cet exemple d'enthésite. Donc en haut à droite, on voit le cheville droite où il y a cette inflammation très importante à l'enthèse. Donc ça, ce n'est pas dans le tendon, donc ce n'est pas une tendinite, comme les gens peuvent voir qui est autre chose. C'est vraiment une inflammation, l'insertion de tendon l'enthèse qui est assez caractéristique. On voit les arthrites.
En haut à droite, on voit ce qu'on appelle un dactylite. Donc ici, le 4e orteil. Il y a ces doigts en saucisse, c'est l'autre terminologie. C'est une autre manifestation de la spondylarthrite qui peut être fait très mal parce que ce n'est pas que l'articulation, c'est aussi des tendons dans le tissu qui fait qu'il y a une inflammation diffuse d'un doigt. Puis à droite, on a l'inflammation dans le côlon. Donc ça, c'est une image à la coloscopie d'un colite, donc une inflammation du côlon. Puis en bas à droite, c'est une uvite. Donc je pense que vous connaissez, mais si vous avez une douleur très vive, important, beaucoup de douleur, une inhabilité de voir correctement, il faut absolument consulter un ophtalmologue rapidement pour voir s'il y a une uvite. Donc ce n'est pas une conjonctivite. Une conjonctivite, c'est souvent les deux, puis c'est beaucoup moins symptomatique. Mais s'il y a une douleur aiguë d'un œil qui est très rouge, il faut absolument voir un ophtalmologue rapidement pour un traitement adapté. Parce que même parfois, si ce n'est pas traité assez tôt, on peut voir de pus. Donc ça, c'est une petite collection de pus dans l'œil à cause d'une uvite qui est persistée. Donc, qu'est-ce qu'on a comme traitement? Donc, je n'ai pas le temps d'entrer en détail de chaque type de traitement, mais il peut faire un peu un survol des options thérapeutiques. Il y a avant tout des anti-inflammatoires. Donc, aujourd'hui, toujours, les anti-inflammatoires sont une partie clé du traitement. Ça marche bien. Souvent, on a besoin d'augmenter un petit peu la dose, mais pour beaucoup de patients avec une spondylarthrite axiale, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller vers le traitement plus compliqué. Il y a bien sûr la physiothérapie, puis l'activité physique. Je mets un petit peu en parenthèse le traitement on dit le CSD-MAD ou le traitement du fond, comme le méthotrexate, le sulfasalazine. C'est une chose qui peut aider un peu. Le sulfasalazine marche légèrement pour le dos, mais les autres molécules dans cette famille sont plutôt pour les arthrites, donc la douleur périphérique de main, du pied, du genou, etc., avec relativement peu d'effet sur la colonne. On commence assez récemment cette famille, on s'appelle les petites molécules, donc les anti-JAK ou le Rinvoq, qui est maintenant autorisé en Suisse. Donc l'avantage, c'est que c'est un traitement un peu pas la même puissance que le traitement biologique, mais c'est un comprimé par jour. Donc pour certains gens, ça c'est un intérêt pour éviter des piqûres, pour être capable de voyager sans prendre de piqûres, donc ça peut être intéressant. Bien sûr, ces traitements biologiques qui ont vraiment fait une révolution de la prise en charge de la spondylarthrite. J'en suis sûr, il y a plusieurs parmi vous qui prennent ce traitement biologique. Les anti-TNF, on a maintenant à disposition depuis plus que 20 ans. C'est une chose qui marche, c'est certainement pas chez tout le monde, mais au moins 2/3 de patients sont très bien soulagés par ces traitements. On a maintenant 5 différents traitements anti-TNF, beaucoup de biosimilaires, donc ce type de générique des anti-TNF, qui coûtent environ 30% moins cher. Puis plus récemment, on a des anti-IL-17. Vous vous souvenez de ce schéma au départ, on a vu le TNF-alpha et IL-17. Donc, c'est 2 molécules pro-inflammatoires qui, en général, sont en excès chez le patient avec une spondylarthrite, qu'on peut bloquer avec ces traitements biologiques en forme de piqûres, en général, entre 1 fois par semaine ou 1 fois par mois, pour la plupart. Donc ça, c'est pour la partie axiale. Pour beaucoup de patients avec une spondylarthrite axiale, il y a aussi des douleurs périphériques, donc les douleurs de petite articulation. Donc là, on a à peu près les mêmes molécules, mais encore quelques molécules de plus. Là, on utilise un peu plus de prednisone parfois, qu'on n'utilise pas pour le terme axial, parce qu'au niveau de bénéfice-risque, ce n'est pas intéressant pour la colonne, mais ça peut aider pour les petites articulations. Là, on a ces traitements du fond qu'on utilise un peu plus souvent pour les articulations périphériques. Donc, on a à nouveau de petites molécules. Donc, vous trouvez à nouveau les anti-JAK, mais aussi les anti-PDE4, donc le phosphodiesterase E4. Donc, c'est une autre cible qu'on peut bloquer, qui est un peu moins fort au niveau de puissance, mais pour certains profils de patients, ça peut être une bonne option. Puis, on a de même biologiques, mais en plus, il y a cette voie de IL-12, IL-23, c'est un médicament qui est exceptionnellement efficace pour la peau. Pour les gens qui ont un psoriasis, c'est spectaculaire. Ça marche aussi assez bien pour les articulations, mais l'effet pour la peau est vraiment impressionnant. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de traitements. Vous imaginez quand on commence de parler de tous ces traitements potentiels, c'est facile d'être un peu perdu.
que je trouvais être les cas avec mes patients. Donc, j'ai pris l'habitude de présenter cette liste. Donc, cette liste imprimée, je donne aux patients. Puis, j'essaie de numéroter un petit peu tout ce qu'il y a. Donc, en bas, le traitement qu'ils ont déjà eu, qui ne sont pas appropriés pour les raisons X ou Y, les effets secondaires. Puis, on reste avec 2 ou 3 options thérapeutiques qu'on discute de pour et le contre. Il y a parfois des gens qui ne veulent pas la piqûre. Bon, donc, on enlève cette option-là. D'autres qui ne veulent pas une certaine fréquence ou un profil des effets secondaires qu'il faut surtout éviter. Donc, je trouve que c'est très utile de partir de la consultation avec quelques mots. Parce que quand on commence à parler de toutes ces molécules avec les noms qui sont imprononçables, je pense que vous êtes souvent perdu. Donc, je trouve que je vois que le patient revient même 5 ans plus tard, ils ont toujours cette feuille dans le portefeuille. Je pense que c'est utile de voir de documentation. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas retenu le nom de médicament qui est proposé, il faut l'écrire. Il faut vous écrivez, vous demandez à votre médecin, au thérapeute de l'écrire. Au moins, comme ça, vous pouvez faire votre propre recherche si vous souhaitez, pour ne pas être perdu avec ces noms qui sont pas du tout faciles à retenir. OK, on change un peu de direction. Il faut parler un tout petit peu de Covid. La situation est en amélioration, mais on n'a pas fini. Donc ici, c'est le nombre d'hospitalisations aux HEG, ici à l'hôpital universitaire de Genève. On a eu cette pic à 300 patients avec cette 5e vague qui est clairement en amélioration. On a autour de 300, j'ai dit positif d'il y a quelques jours, mais il y a toujours 300 patients hospitalisés à Genève avec le Covid. Donc, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Ah, bah, c'est fini, je peux baisser un petit peu mes précautions. » Non, je ne pense pas. Il faut rester quand même vigilant de cette situation parce que ce n'est pas tout à fait fini. Donc, on n'a pas tous le niveau de risque égaux. Il y a clairement des différences de facteurs de risque qui va faire augmenter ou diminuer votre probabilité de voir de Covid, comme toute infection finalement, mais particulièrement de Covid. Clairement, les gens qui sont plus âgés ont un peu plus de risques. L'obésité, c'est malheureusement un facteur de risque qui est important pour faire un Covid-19. Donc, beaucoup de maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires augmentent votre risque de faire un Covid. Le cancer, l'hypertension sont aussi des facteurs de risque qui sont importants. L'insuffisance rénale. Puis on arrive en bas vers un peu l'immunosuppression. Donc, c'est clair, les médicaments qu'on donne pour le spondylarthrite sont des immunosuppresseurs. Donc, on était, assez inquiet au départ du fait qu'on vous donne les immunosuppresseurs, qu'est-ce que ça va donner au niveau de risque de Covid. Puis, je pense aussi, juste pour souligner, une maladie inflammatoire ou active. Donc, il y a clairement une différence entre quelqu'un qui est maladie contrôlée et quelqu'un qui est maladie non contrôlée qui est active. Donc, le fait d'avoir une pathologie active, il y a beaucoup plus un facteur de risque pour maladie contrôlée. Donc, ça, c'est une chose importante à retenir. Puis tous les médicaments non plus ne sont pas égaux au niveau de leur risque d'immunosuppression puis de risque de Covid. Donc si vous voulez les catégories en haut qui sont plutôt haut risque de faire un Covid, c'est les médicaments qu'on n'utilise pas ou très peu dans le spondylarthrite. Les médicaments comme le cortisone, le prédnisone. C'est aussi une question de dose. Donc plus vous en prenez, plus vous êtes à risque. Si vous prenez 30 mg par jour, il y a un énorme risque. Si vous prenez quelques milligrammes ou 5 mg par jour, le risque est assez faible. Ces médicaments de rituximab, ces médicaments qui bloquent le lymphocyte B, qu'on utilise beaucoup dans la polyarthrite rhumatoïde, qui posent des énormes problèmes pour le Covid, mais pour le spondylarthrite, ce n'est pas efficace, donc on ne s'en sert pas. Les anti-JAK sont dans cette catégorie un peu intermédiaire, donc le Rinvoq, c'est un tout petit peu plus de risque que certains biologiques, mais comme vous voulez voir en bas, il y a peu de risques avec les anti-inflammatoires, avec les anti-L17, ça pose étonnamment peu de risques de ce type d'infection par le Covid, qui est une bonne nouvelle. Puis il y a certaines choses qui vont aussi diminuer l'efficacité de la vaccination. Aussi, c'est vraiment une question de timing. Pour certains traitements, il faut pas faire en même temps que la vaccination. Donc le traitement comme de méthotrexate, par exemple, les études qui montrent que si on arrête le médicament une semaine, on laisse la vaccination faire son effet, ça marche mieux. Puis on a une protection contre le virus qui est plus efficace. Donc ça, c'est une chose à discuter avec votre médecin. Est-ce que je dois mettre en suspens pendant une semaine ou deux certains de mes traitements? Ça dépend aussi de l'activité de la maladie. Quelqu'un qui a une maladie bien contrôlée, on n'hésite pas.
quelqu'un qui est maladie très active, on ne veut pas trop manipuler le médicament pour risque de faire une crise, c'est ça à discuter. Donc il n'y a pas une solution pour tous, il faut vraiment discuter ça avec votre médecin. Par contre, ces autres médicaments, comme les anti-TNF, comme les anti-L17, il y a peu ou pas effet sur l'efficacité de la vaccination. Donc vous pouvez prendre la vaccination à n'importe quel moment, irrespectif du timing de l'injection de ces traitements. Puis il y a quelques bonnes études. Il y a cette excellente étude avec les données suisses, faite avec les données SCQM, qu'ils ont regardé qu'est-ce qui s'est passé en début de la pandémie, donc entre janvier et juin 2020. Puis ils ont vu qu'il y a à peu près la moitié de consultations en présentiel, physiquement présent. Il y avait une augmentation de 129% de consultations téléphoniques. Mais ça, c'est une chose qui a un peu persisté. J'ai certains patients qui préfèrent, au lieu de se déplacer, de voir une consultation téléphonique. Peut-être une fois sur deux. Une fois sur deux, on voit physiquement. La fois suivante, on fait par téléphone, surtout s'ils sont un peu à distance de l'hôpital. Donc ça, c'est une chose qui est nettement augmentée. Il y avait une petite augmentation de non-observance, donc de gens qui arrêtaient de prendre le médicament comme il faut, chez jusqu'à 20% des patients. Par contre, il n'y avait pas de différence de nombre de poussées. Donc, malgré cette modification de prise en charge, il n'y avait pas de différence de crise de la spondylarthrite, qui est plutôt une bonne nouvelle. Puis ça, c'est une étude qui est sortie il y a fin de l'année dernière. Où ils ont regardé justement, où ils ont suggéré que le spondylarthrite axiale va peut-être vous protéger contre le COVID. Donc, c'est intéressant. Ils ont fait une énorme étude avec presque 10 000 patients spondylarthrite qui ont eu le COVID, comparé à presque 1 000 patients COVID qui n'ont pas de spondylarthrite. Puis en fait, ils ont vu qu'il y avait moins de mortalité, moins d'hospitalisation, moins de COVID sévère chez les patients avec une spondylarthrite, comparé à une population matchée par l'âge, par sexe, qui n'ont pas de spondylarthrite. Bon, c'est intriguant. Même peut-être les médicaments font quelque chose. Vous savez aussi, peut-être pour un COVID sévère, parfois on donne ces traitements, on donne la cortisone, on donne les inhibiteurs de IL-6, on donne certains anti-JAK pour une crise de COVID. Donc il y a peut-être un effet protecteur de certains médicaments pour une COVID. Il y avait quand même un petit peu plus de risques de complications graves pour les hommes que pour les femmes. Mais en fonction de traitement anti-TNF ou l'autre, il n'y avait pas de différence significative. Donc, la chose, je pense, à retenir pour le COVID, c'est qu'il n'y a pas plus de risques de pousser avec la vaccination que si vous ne faites pas. Ils ont de bonnes études de registres de collaboration au niveau mondial qui montrent qu'il n'y a pas plus de poussée de la maladie chez les gens vaccinés que les non vaccinés. Donc ça, ce n'est pas une raison de ne pas se faire vacciner. Le conseil, il faut absolument continuer votre traitement habituel. En début de la pandémie, j'avais beaucoup de patients par peur qui ont arrêté le traitement, puis il y a beaucoup qui ont fait de grosses poussées, qui sont pris parfois des mois, 6 mois de contrôler à nouveau. Donc ça, le fait d'avoir une maladie en poussée active, ça c'est beaucoup plus de risque de faire une COVID que s'ils ont continué la maladie avec un bon contrôle de la pathologie. Par contre, si vous avez une infection aiguë, comme le conseil on vous donne tout le temps, pas que pour le COVID, mais en général, si vous n'êtes pas sûr, vous avez une infection aiguë, respiratoire, urinaire, peu importe, vous mettez en suspens votre traitement, puis vous discutez avec votre médecin, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, qu'est-ce que je fais, pour évaluer le risque de savoir comment il faut progresser. Puis ça, c'est une étude qui est sortie juste il y a quelques semaines, qui ont regardé l'intérêt d'une activité physique sur le risque de COVID. Donc, ce n'était pas spécifiquement le patient avec un spondylarthrite, c'était un peu un mélange de plusieurs types de patients, mais c'est une énorme étude où ils ont plus qu'1 million de patients. Ils ont comparé les gens qui ont au moins une activité physique partielle versus ceux qui font presque rien. Puis clairement, des gens qui ont une activité physique régulière, même minime, ont moins des hospitalisations, moins de complications graves, moins de mortalité. Donc clairement, du fait de faire quelque chose d'actif, c'est protecteur pour les infections comme le COVID. Donc un argument de plus pour rester actif. Donc on passe sur le traitement de demain. Donc ça, c'est un petit schéma qui explique un petit peu les molécules qu'ils ont, soit disponibles, soit en investigation. Si vous voulez, la ligne noire, c'est la paroi cellulaire. Donc, tout le traitement biologique, ça va cibler les molécules à l'extérieur de la cellule. Puis, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup qui ont de lettres, le nombre, parce qu'ils ne sont pas un nom actuellement.
vous allez retrouver un certain nombre de traitements que vous connaissez qui bloquent le TNF ou IL-17. Il y a de molécules qui sont en étude qui vont bloquer plusieurs cytokines en même temps. Donc ça, c'est intéressant de voir une puissance un peu plus importante, mais potentiellement avec plus de risques. Donc c'est des choses qui sont en train d'être investiguées avant de donner ça un accès global. Puis l'autre façon de traiter, c'est de bloquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc ces petites molécules, comme les anti-JAK, ça va bloquer tout ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez complexe, il y a beaucoup de différents types de récepteurs, on peut bloquer de différentes façons. Ces anti-JAK, il y a certains qui bloquent une voie, d'autres qui bloquent plusieurs à la fois. Donc il y a beaucoup de molécules en étude pour le spondylarthrite, pour l'arthrite psoriasique, qui sont très intéressants. Puis quelques nouvelles cibles qu'on a vues, en fait c'est TYK2, donc c'est une molécule qui est très importante pour stimuler l'IL-23, parce qu'en fait on a l'idée qu'on va essayer de travailler, de bloquer un peu en amont, de ne pas attendre que la maladie soit bien avancée, mais plutôt cibler tout ce qui se passe plus précocement dans l'évolution. Donc c'est une molécule qui peut être très intéressante pour pour bloquer cet IL-23, pour éviter que c'est capable d'induire une inflammation au niveau de l'anthèse. Puis il y a plein d'autres molécules, je ne vais pas entrer en détail, ces molécules sont surtout investiguées pour le psoriasis actuellement, avec des résultats très intéressants, mais je pense qu'on va aussi voir les études dans la spondylarthrite axiale dans des années suivantes. Puis je vais juste finir un peu avec cette prise en charge de demain pour parler d'un sujet que je tiens à cœur, de responsabilité de la patient. Donc je pense j'ai peut-être moins besoin de vous convaincre de cette importance que certains d'autres patients, du fait que vous êtes là, vous êtes partie de cette organisation de Bechterew très, très dynamique, très active. Mais il faut une participation active à votre prise en charge. C'est tellement important. Puis je pense de participation à SIQM, je ne sais pas combien parmi vous participent à la registre national SIQM. Vous levez vos mains si vous faites partie? Voilà. Pas beaucoup. OK, bon, bravo ceux qui participent. Moi, j'ai tous mes patients qui participent. C'est tellement peu gênant. Il faut répondre à quelques questionnaires par an. Je pense, je ne dis pas de bêtises. Puis, par contre, c'est très utile pour suivre l'évolution, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, et surtout pour la recherche. On est capable de faire énormément d'études. En Suisse, on est très dynamique pour la recherche dans le spondylarthrite grâce à cette base de données, CQM, qui est vraiment une base de données extrêmement riche, qui est souvent, les autres pays sont très jaloux de qu'est-ce que tout ce qu'on a comme information, comme données dans le CQM, qui est très, très riche. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça c'est le site SIQM. Donc en fait, quand moi je vois un de mes patients qui est dans le SIQM, j'ai à la fois son dossier et la page des SIQM ouvert. Donc on entre deux choses dans les deux. En fait, la page des SIQM, c'est très très bien parce qu'on voit vraiment toute l'évolution de votre maladie. On voit les médicaments, on voit l'évolution de score, de questionnaires, de prise de sang, de radiographie. Il y a un résumé d'un peu tout le parcours de votre maladie qui est très très utile. Surtout si parfois vous changez de médecin, ça c'est indispensable. Vous n'avez pas besoin de raconter tout à nouveau. Il y a tout ce qui est résumé de façon très facile à lire dans cette base de données qui facilite vraiment le suivi. Puis il y a aussi des applications. Ici, vous voyez les applications sur smartphone avec les questionnaires. Souvent, on vous demande une fois par mois de répondre à cette question. Ça prend 2-3 minutes. Mais pour les patients qui sont vus peut-être une fois tous les 6 mois, une fois par an, c'est très, très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe au cours de l'année. Parce que si on vous voit une fois par an, vous allez nous raconter qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines, quelques mois. Vous avez oublié comment vous étiez il y a 9 mois. Par contre, si vous remplissez une fois par mois, 2 minutes, sur cette application, on voit vraiment l'évolution au cours du temps qui donne beaucoup d'informations supplémentaires. Donc, je trouve ça très, très utile. Je pense qu'en Suisse, on a une population de 8,6 millions. Si on a 1% de la population qui est la spondylarthrite, qui est à peu près ça, ça veut dire qu'on devrait avoir presque 89. Je fais les calculs. Donc, je pense qu'on a à peu près 5% de patients avec un spondylarthrite qui participent au registre des SIQM. Donc, ça veut dire qu'il y a 95% qui ne participent pas. Donc, je pense que c'est une chose qu'on devrait travailler. Puis, même les gens qui sont au sein des registres, il n'y a qu'un patient sur 3 qui est actif, qui participe régulièrement. Donc, globalement, on a à peu près 2%
des patients en Suisse qui participent régulièrement à cette base de données. Mais ça, je pense, c'est une chose qu'on devrait travailler. Donc, si votre médecin ne vous en parle pas, il faut poser des questions. C'est vrai que pour le rhumatologue en ville, parfois, c'est un peu plus réticent parce que ça prend un petit peu plus de temps, surtout pour faire l'inclusion. Je ne sais pas comment ça se passe dans tous les cantons, mais à Genève, on propose de faire l'inclusion pour le médecin en ville. On fait l'inclusion, puis après, c'est le médecin en ville qui répond le suivi. Donc, on voit le patient une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour faire la visite SIQM. Comme ça, le médecin traitant en ville n'a pas besoin de s'en occuper. Donc, il y a différentes options. Aussi, je pense que c'est vraiment important de connaître vos médicaments. Je suis souvent étonné par les patients qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le nom, qui ne connaissent pas la dose, qui ne connaissent pas grand-chose. Je pense qu'il faut absolument, c'est difficile de retenir ces noms, toute cette information. Donc, il faut voir ça écrit quelque part. Vous avez une fiche de papier sur votre smartphone, vous avez la photo de vos médicaments. C'est indispensable. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, si vous ne dites pas à votre médecin correctement quel médicament que vous prenez, c'est problématique. Donc, ça, c'est le minimum. Puis, il faut connaître quand même des anciens traitements. C'est facile d'oublier, surtout si vous changez de médecin, puis ils ne sont pas tout votre dossier à disposition. Souvent, les consultations sont de courte durée. Donc, c'est prendre du temps de chercher dans les archives de votre traitement. C'est très important que vous connaissiez ça. Donc, je vous encourage de voir un petit résumé, peut-être une page, où vous résumez le traitement que vous avez eu. Ah, ben celle-là, non, je ne veux pas le prendre parce que j'ai mal réagi, j'ai des effets secondaires. Donc, ça aide beaucoup de médecins de décider quel traitement le plus adapté pour vous. Puis une chose que je pense qui est faite par très peu de mes patients, je pense surtout à 2 ou 3 patients qui sont très, très organisés, qui viennent chaque fois à la consultation avec une feuille de papier, avec un stylo, ils ont leurs questions, je réponds aux questions, puis ils notent tout ce qu'on dit. Mais ça, c'est extrêmement rare. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de faire ça, de préparer, de planifier un peu vos questions, qu'est-ce que vous voulez dire, parce qu'il y a très peu de temps, il faut qu'elle soit efficace. Puis finalement, le concept de l'activité de la maladie, je pense qu'il faut absolument comprendre si votre maladie est active ou pas. Donc, ce n'est pas simplement l'importance de la douleur, de la raideur. Il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Donc, on peut évaluer l'activité dans plusieurs différentes façons, par la prise de sang, par l'imagerie, l'IRM. On ne va pas faire les IRM tout le temps. Donc, on utilise beaucoup l'échographie ou des questionnaires. Donc, il y a ces questionnaires, puis cette échelle de l'activité que vous devrez connaître, comme le BASDAI, le BASFI, l'ASDAS. En tant que patient, vous devrez connaître ces marqueurs. Donc ça, le BASDAI, c'est un questionnaire de 6 questions. Donc si vous avez un score inférieur à 4, votre maladie est plutôt bien contrôlée. Plus c'est bas, mieux c'est. Si c'est supérieur à 4, ce n'est pas idéal, il faut peut-être changer quelque chose. Bon, je simplifie un peu, mais c'est très utile de remplir ces questionnaires, puis même de venir à la consultation avec les questionnaires. Comme ça, le médecin, en même temps que la consultation, voit comment ça se passe. Il y a des questionnaires pour la fonction. Donc ça, c'est 10 questions sur comment vous fonctionnez dans les activités de la vie quotidienne. Puis c'est le score ASDAS. Donc c'est une activité globale de votre maladie qui inclut certaines questions de BASDAI, mais aussi l'inflammation dans le sang. Donc l'ASDAS, vous devrez connaître votre ASDAS. Vous demandez à votre médecin, c'est combien aujourd'hui mon ASDAS? Parce que ça devrait être inférieur à 2,1. Donc ça, c'est le chiffre à retenir. Ça veut dire qu'il y a une maladie de basse activité, inférieure à 2,1. Par contre, pour ça, on a besoin d'une prise de sang récente. Donc, c'est toujours utile de faire une prise de sang avec le CRP, la protéine C réactive, peu de temps avant la consultation. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette échelle de progression de la colonne. Plus votre ASDAS est élevé, plus la maladie progresse dans une mauvaise façon. Par contre, si vous avez un ASDAS qui est bas, ça veut dire que la maladie ne progresse pas, ou très peu. Donc, il y a vraiment une corrélation entre la sévérité et la progression de la maladie et l'activité évaluée par ces scores de ASDAS. Puis finalement, on arrive un peu dans cette partie de prise en charge de traitement de médecine de précision. On essaie de ne pas avoir un traitement qui marche pour tout, mais de vraiment cibler quel traitement qu'il faut donner à quel patient à quel moment. On a quelques outils, ce n'est pas simple, mais on essaie d'intégrer ces différents aspects. On sait qu'il y a certains profils de patients qui vont avoir une bonne réponse au traitement, plus que d'autres. Ce n'est pas à dire que les autres ne vont pas répondre, mais il y a certains profils de patients qui répondent mieux que d'autres. Puis tout à fond à droite, il y a certains profils de patients qui ont plus de risques d'avoir une mauvaise évolution. Donc c'est souvent des hommes qui ont B27,
c'est surtout les gens qui fument, donc il faut absolument arrêter de fumer. Le tabac augmente la progression de la spondylarthrite. On a de bonnes études en Suisse qui ont montré ça, de SIQM, qui montrent que le tabac augmente cette progression, cette calcification des ligaments. Donc, en conclusion, j'espère que je fais un petit survol de qu'est-ce que c'est le spondylarthrite axiale, qu'est-ce qui est responsable pour ces symptômes. La prise en charge, on a beaucoup d'options à disposition. N'oubliez pas l'importance de l'activité physique, il ne faut surtout pas fumer. Ça augmente les infections, ça augmente la fibrose du poumon, il y a tellement de mauvais côtés de tabac. Je sais que c'est difficile, mais il y a beaucoup de moyens de vous aider à arrêter de fumer si vous faites toujours. On a beaucoup de traitements, puis on est très assuré par le risque de Covid, qui est très faible finalement chez nos patients sur un traitement biologique. Donc il ne faut surtout pas l'arrêter, sauf s'il y a une infection aiguë. Puis finalement, ce concept d'être actif, d'être vraiment partant de partie de la prise en charge de votre maladie, je sais qu'il faut essayer de cibler un BASDA inférieur à 4, un ASDAS inférieur à 2.1. Et si ce n'est pas le cas, il faut discuter un peu avec votre médecin. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse diminuer ces scores, puis avoir moins de mal, moins de fatigue. Donc avec ça, je vais m'arrêter, puis je suis ouvert pour les questions. Merci de votre attention.